Je vais me présenter. Donc, je m'appelle Luc. Avec ma femme et mes enfants, nous habitons un petit HLM dans une ville encore un peu rurale de 15 000 habitants. Ma femme s'occupe des deux derniers. Moi, aujourd'hui, je suis maçon depuis l'an dernier. J'étais dans l'imprimerie, la boîte à fermer. J'ai dû me requalifier. C'est pas facile aujourd'hui de bien manger avec un SMIC à peine dépassé. Alors du coup, tous les 15 jours, on va à ED. Peut-être que vous aussi, vous allez à ED. Pour se ravitailler pas cher et en quantité, 5 à la maison. Ma femme, qui aime bien aussi cuisiner, trouve qu'ils ont de beaux légumes frais. On pourrait faire le jardin. Mais pour ça, faut aller chez Pépé. Et faut se déplacer, c'est pas la porte à côté. Hier, en rentrant de promener, on s'est arrêté à ce qu'ils appellent un PVC. Je crois que c'est point de vente collectif. Ma fille insistait pour goûter bio, comme à l'école ou au centre aéré. On a pris ici yaourt. Il y avait que ça dans notre budget. Alors, je ne sais pas si nous sommes une famille en difficulté, mais ce qui est sûr, c'est qu'on aimerait manger frais, fermier et de proximité tout au long de l'année. Donc, après ce faux témoignage, je vais me présenter plus rapidement et puis on va essayer du moins dans ma vraie vie, de rattraper un peu le timing. Donc moi, je suis Luc Courtil. J'anime la mission de développement économique au Parc du Verdon, qui est impliquée dans le programme locataire depuis 2 ans et demi, en partenariat avec 2 chambres d'agriculture du Var et des Alpes de Haute-Provence. Cet atelier, vous êtes tous là, vous l'avez choisi, donc vous savez qu'on va traiter de la question de l'accessibilité avant tout sociale et du rôle des territoires dans ces questions d'accessibilité. Pour ça, on va être accompagné et balisé, on va dire, par des témoins. Je ne sais pas s'il y a un féminin à témoin, donc ça sera Sophie Vauquier, donc du CIVAM 59, si je me trompe, Nord-Pas-de-Calais. Anaïs Brunet, du PNR Scarpesco, avec peut-être donc l'expérience qui vous a amené à vous inscrire dans cet atelier qui sont les paniers solidaires. On essayera de prendre, je pense même qu'on va prendre un peu de recul, avec Yuna Chifolo, donc on dit chercheur ou chercheuse, je ne sais jamais, à l'INRA. Chercheuse. Chercheur, pardon, voilà. à l'INRA. Et puis alors là, regardez, vous avez monsieur là, qui sera un peu notre maître Capello de l'atelier, qui est notre rapporteur, qui aura donc, je pense, 2 tâches importantes, qui est celle donc de un peu essayer de nous resynthétiser les choses à la fin de cet atelier, et puis surtout de faire remonter nos discussions, vos apports par rapport à l'élaboration de ce fameux guide, à l'intention des territoires et agents accompagnants des dynamiques de circuits courts. Sans plus attendre, on va commencer par Anaïs et Sophie. Alors Sophie, au final, je ne sais pas comment vous êtes... Dans le parc Scarpesco, l'initiative locataire qui a été choisie, c'est donc l'opération Les Paniers Solidaires de Beuvrages. Donc, elle a été lancée en 2010 et consiste en fait tout simplement à la fourniture de paniers de légumes à prix réduit aux habitants en revenus modestes de la commune de Beuvrages, donc c'est au nord de Valenciennes, donc en partenariat avec les jardins de cocagne locaux. Donc nous, ce qu'on voulait apporter, c'est bien préciser que l'idée n'est pas le simple accès économique à une nourriture de qualité pour des populations en difficulté. En fait, ce projet s'inscrit dans un projet plus global de la commune de Beuvrages qui s'intitule « De l'assiette à la basket », où là, ils abordent le thème de l'alimentation dans sa globalité, donc la consommation, mais aussi le sport, la santé, l'équilibre alimentaire. Donc tout ça, c'est vraiment c'est une action parmi d'autres et c'est pas seulement les paniers solidaires de manière isolée. Et donc cette initiative de l'assiette à la basket, elle s'intègre elle-même dans le projet plus global qui est mené par le parc, qui s'intitule « Un territoire, ça se mange ».
Donc ce projet-là, donc, comme je l'ai dit, mené par le parc Scarpesco, vise à travailler au plus près des acteurs locaux afin de rapprocher les habitants de leur terroir. Et donc voilà, donc c'est vraiment les projets qui s'englobent les uns dans les autres et le projet global s'intitule Un territoire, ça se mange. Et donc voilà, pour comprendre sur quoi repose cette initiative Les Paniers Solidaires, leurs facteurs de succès et d'échec, il fallait vraiment les remettre dans leur contexte et s'attarder sur le projet plus global. Donc, on va reprendre du coup un petit peu la trajectoire avec laquelle on a abouti à un moment donné à des paniers solidaires. Le but, c'est vraiment de comprendre qu'on ne décide pas comme ça, de dire on a une population en difficulté, donc qu'est-ce qu'on fait? On va leur donner des paniers moins chers. Voilà, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc il y a eu plusieurs étapes, alors vous avez vu très vite tout juste. Donc la première étape, ça a été quand un parc veut travailler sur un projet. Ça c'est quelque chose que je pense les personnes qui travaillent comme nous dans des parcs vont peut-être pouvoir partager, mais on ne travaille pas comme ça parce qu'on a eu un projet qui nous est venu et que tiens, on a envie d'en faire un. On a une logique territoriale qui fait qu'on va chercher d'abord à inclure les acteurs qui travaillent déjà sur ce territoire. Et donc la première démarche qu'on va avoir, c'est d'aller les voir pour savoir s'ils ont des projets sur lesquels on peut réfléchir ensemble. Donc on commence par s'approcher donc des acteurs et de leurs projets en leur fournissant donc au départ bien sûr les premières réunions, il a été déterminé que leur besoin était celui d'une formation pour comprendre d'abord ce qu'est une logique territoriale. Donc ces acteurs-là, même s'ils se connaissent de nom, ne travaillent pas forcément ensemble. Sur un bassin donc, qui a des forts besoins au niveau social, ils ont chacun des projets de leur côté, mais ils n'ont pas forcément monté un projet commun. Donc leur donner cette dimension-là. Et puis d'un autre côté, leur apporter tout simplement des compétences sur les circuits courts qui ne sont pas forcément quelque chose qu'ils connaissent, un peu les sensibiliser, leur expliquer quels en sont les intérêts, ce que ça pourrait apporter. Donc voilà, de la sensibilisation et puis de l'accompagnement sur leurs propres projets, les aider à les mettre en place. Ensuite, ce qui est vraiment important, c'est la façon dont le relais se passe, puisque ces acteurs qui ont eu cette formation, on n'aurait pas pu se passer d'eux. Pourquoi? Parce que c'est pas notre formation qu'ils ont retranscrit au territoire, ils l'ont ajouté aux compétences qu'ils ont déjà. Ils ont énormément de compétences, notamment en termes de connaissance des territoires, ou même si quand on est sur un parc et qu'on essaye de s'intégrer dans une logique territoriale, on n'aura jamais une connaissance aussi pointue de chaque public qu'on veut cibler que les acteurs qui les côtoient au jour le jour. Donc en fait, ces acteurs peuvent ajouter leur connaissance du territoire à la dimension territoriale, au recul un petit peu que la formation leur a apporté, et transmettre à leur tour les compétences de sensibilisation et d'accompagnement des projets pour enfin accompagner des projets qui, cette fois-ci, vont émaner de la population. Donc le but, ça a été de réunir ça. Des projets qui émanent de la population, qui donc sont réellement adaptés à leurs besoins et non pas qui découlent d'une idée préconçue, de quelque chose qu'on a imaginé, d'une stigmatisation de la population, mais vraiment quelque chose qui leur correspond. Et y ajouter des compétences et une dimension territoriale. Donc là, par exemple, ça se traduit par la formation des acteurs, formation qui s'appelait Un territoire, ça se mange. Ensuite, les projets des acteurs ont été des différentes actions, donc des ateliers de cuisine, puisqu'il s'est avéré que dans ce territoire, c'était ce qui correspondait. On avait beaucoup de personnes qui ne savaient pas forcément cuisiner. Et là, on était plutôt sur des gens qui... effectivement, avaient des revenus moyens, mais avec ces revenus moyens, achetaient des plats cuisinés. Donc, ils n'optimisaient pas leurs revenus par rapport à la qualité d'alimentation qu'ils obtenaient avec cet argent. Donc, en l'occurrence, les ateliers cuisine étaient plutôt adaptés. Et du coup, une fois que ces gens ont commencé à adopter cette habitude, les paniers prennent une suite logique. Pourquoi? Parce que ça leur permet d'avoir, entre guillemets, un coup d'essai. Voilà, pendant plusieurs mois, ils vont avoir des paniers de légumes à prix plus faible, sans avoir, peut-être parce qu'au début, il va y avoir des ratés, parce qu'au début, on ne va pas tout savoir cuisiner, parce qu'au début, on a besoin aussi d'être accompagné et d'être sûr qu'on est suivi, que vraiment ce qu'on fait, il y a une volonté derrière. Donc ces paniers vont leur permettre d'y accéder, de réellement passer au concret, quoi, de ne plus faire ça en atelier, mais de faire ça chez eux, de préparer leur repas. Et donc après, une dernière étape sur laquelle je vais passer très vite, parce que c'est la création du carnet de recettes par le parc, qui récapitule un peu toutes les initiatives qui ont été mises en place par les acteurs et indirectement du coup par la population. Ce carnet de recettes, j'en ai quelques-uns avec moi, je vous en mettrai quelques-uns si vous voulez le voir. Et donc voilà, c'est pas l'objet principal, mais je voulais juste vous le dire. Voilà. Donc on a
dans cette démarche, dans ce déroulé, on a sorti 3 points qui nous paraissent importants. Étant donné qu'on n'avait pas travaillé, nous, là-dessus, on a su les dégager assez facilement. Tout d'abord, interdisciplinarité des acteurs mobilisés. Là, il y a plusieurs thématiques qui se rejoignent, l'alimentation, le social, l'économie. Donc voilà, pour nous, c'était important qu'au sein de la structure de développement en interne, les différents agents, les différents techniciens travaillent ensemble. Donc là, sur un territoire ça se mange, il y a bien entendu le chargé de mission circuit court qui a travaillé, mais avec donc sa binôme qui était chargée de mobilisation de la population, le territoire. Donc voilà, c'est vraiment faire déjà au sein de sa structure de voir qui peut travailler sur ce sujet-là, pas se dire circuit court c'est moi et voilà. Et ensuite, c'est rigolo ça parce que quand on en a discuté, je sais pas les autres parcs, mais moi j'ai pas de chargé de mission mobilisation de la population, je sais pas dans les autres personnes qui sont là. Nous, c'est carrément un pôle pour mobilisation du territoire. C'est quand même une particularité de parc, quoi. Déjà, vérifier que ça existe dans sa structure, si toutefois ça existe. Et après, pour plus de cohérence, s'adresser aux acteurs de terrain et travailler avec eux. Donc voilà. Dans notre territoire, est-ce que ça pourrait être le rôle d'un conseil de développement? Alors après, voilà, ça porte peut-être pas le même nom, mais en gros, pour les missions, nous, le pôle de mobilisation du territoire s'occupe de toute la partie culture, éducation, les appels à projets scolaires, tout ce qui est en lien direct. Ce sont des personnes qui ont des compétences pour identifier la cible, comment l'atteindre, quel message lui faire passer, etc. Ce qu'on n'a pas forcément. Donc voilà, juste pour conclure sur ce premier point, il y a bien une première synergie qui se fait entre les structures de développement et les acteurs sur le terrain, et aussi au sein même de la structure, au sein des différents services. Le deuxième point qu'on a ressorti, mis en évidence, c'est répondre aux besoins réels de la population, d'où l'intérêt de la première phase de diagnostic dans ce projet-là. Voilà, nous, au niveau du parc, ils souhaitaient vraiment fournir les bons outils à la population. Donc là, les besoins qui ont émergé, c'était les paniers, c'était les formations. Donc voilà, c'est ça qui a été mis en place. Mais à titre d'exemple, par exemple, comme elle le disait Anaïs, les ateliers de cuisine ou les choses comme ça, c'est pas la réponse aux problèmes d'alimentation ou de mauvaises habitudes alimentaires. Mais là, en l'occurrence, c'est ce qui a marché. Donc voilà, c'est pas la réponse, mais bien s'adapter à chaque fois à son territoire et à sa population. Et puis enfin, le dernier point, donc, qui s'affiche, ne pas faire à la place d'eux, mais fournir les bons outils. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on peut appliquer à tous les projets, en fin de compte. Là, le parc a fourni les outils, les premières pierres pour l'édifice, mais l'idée, c'était vraiment de rendre le projet autonome. Donc ça s'illustre bien par les formations. On a formé les agents et voilà. Et du coup, là, on peut voir que ça fonctionne bien aujourd'hui, puisque les agents du parc ne travaillent plus sur ce projet au quotidien. Le projet vit vraiment seul, en autonomie. Alors, juste un dernier point sur ce point, du coup, sur ne pas faire à la place d'eux, mais fournir les bons outils. Ce qui en découle, c'est que forcément, évidemment, il y a des projets qui vont à un moment donné péricliter parce que les acteurs n'arrivent plus à les porter eux-mêmes. En général, c'est honnêtement ceux qui répondaient le moins à un besoin, parce que quand il y a vraiment un fort besoin, on finit par le porter facilement. Et c'est là qu'on va voir se dessiner entre des projets qui aujourd'hui se portent tout seuls. Par exemple, il y a une commune sur laquelle les ateliers de cuisine, à l'époque où ils étaient portés par le parc, on en avait un par mois. Aujourd'hui, le parc est désengagé. C'est la commune qui s'en occupe et on en est rendu à 2 par semaine, donc c'est quelque chose qui a été très bien porté. Après, il y a d'autres projets qui depuis ne sont plus portés, qui sont tombés à l'eau, mais parce que évidemment, au final, ils ne répondaient pas si bien aux besoins qu'il y avait. Voilà. J'ai une petite question peut-être entre le parc et le CIVAM, où vous en êtes, comment ça se passe? Donc ça, c'est une des initiatives locataires pour laquelle le CIVAM n'était pas partenaire. Vous avez de nouveaux projets ensemble? Il y a d'autres initiatives, toutes les autres, en fait, on était ensemble. Qui n'était pas partagé. Non, effectivement, il y a parmi toutes les initiatives qui ont été développées, il y avait en gros ce projet alimentation, parce qu'en fait, c'était plus large que circuit court, c'était plutôt, on parle des paniers solidaires, etc. Mais il y avait par exemple des balades santé pour se réapproprier avec des informations nutritionnelles sur les produits, etc. Pour se réapproprier son alimentation. C'était ça la clé d'entrée, c'était pas le circuit court et l'action du producteur, quoi. Donc sur cette partie alimentation, on a un peu moins travaillé avec le CIVAM, on a beaucoup plus travaillé avec le CIVAM pour tout ce qui était structuration de l'offre, les initiatives de marché, les choses comme ça, quoi. Alors, à ce moment de l'atelier, moi je me tourne un peu vers vous, je passe en sorte que ce soit participatif.
Est-ce que vous avez justement des questions, des remarques, ou alors un deuxième thème, si vous avez des expériences similaires dans ce domaine de l'accessibilité, de la solidarité, on va les prendre aussi, peut-être un petit quart d'heure pour discuter. Donc, André Desruelles, je suis élu au parc naturel de Brière, en Loire-Atlantique. Ma question concerne les populations. Si vous offrez des paniers à prix réduit, ça veut dire qu'elle s'adresse à une population à revenus plus modestes que d'autres. Comment, entre guillemets, sélectionner cette population? Vous voulez prendre le micro? Alors, on va prendre une deuxième question et puis on fait par rafale. Une troisième, tiens là-bas. Dominique Doré, moi je suis journaliste, mais j'ai aidé à la création de 4 AMAP en Ile-de-France. Et au Lila, on s'est dit qu'on ne pouvait pas simplement demander la solidarité des consommateurs en disant chacun donne 1 euro ou 2. Et ce qu'on a fait, donc ça s'appelle la courgette solidaire. On a été voir le CCAS parce qu'une des personnes dans la MAP était un élu. Et au lieu de donner un chèque pour aller chercher du Coca-Cola chez Carrefour, maintenant on donne de l'argent qui normalement était distribué pour aider les gens à manger avec des paniers. Donc la solidarité, c'est exercée au sein des circuits de solidarité classiques. Bonjour, donc Goulven Lebert, je suis coordinateur à la FNCIVAM. En fait, je me posais la question, j'ai pas très bien compris quelles étaient les populations concernées aussi, et d'autant plus, j'ai pas très bien compris comment, ça me paraît très difficile de pouvoir exprimer des besoins réels d'une population en étant agent extérieur. Donc ça, j'ai pas très bien compris. En étant agent, c'est extrêmement difficile, d'autant plus dans les populations en difficulté. Comment mesurer le besoin réel d'une population en difficulté? Est-ce que c'est ce qu'elle exprime ou pas? Sachant qu'on est dans une société de consommation, je dirais, de manière générale, qui influence beaucoup sur les besoins qu'on peut penser avoir en termes de consommation, etc. Enfin bref. Donc je voulais un peu d'éclaircissement là-dessus, peut-être. Donc c'était mon FC Mar du Conseil régional de Picardie. C'était aussi par rapport aux besoins. Vous disiez que lorsque vous avez mis en place des actions et que vous avez arrêté, et quand elles n'ont pas été reprises, ça veut dire que c'était pas un besoin de la population. Et je me posais la question s'il y avait vraiment une corrélation entre reprendre, si la commune, une autre échelle n'a pas repris les actions, est-ce que vraiment c'est que c'est pas un besoin de la population? Je vais faire dans l'ordre. Donc, premièrement, pour déterminer qui y a droit, donc là, ce sont des critères, je vais essayer de le faire de mémoire. Je pense que Clarisse pourra m'aider à préciser si je me trompe dessus, parce que moi, je me suis plutôt intéressée au déroulement global et elle connaît assez bien l'initiative qu'elle a étudiée, du coup, en long en large. Puisque Clarisse est citée, donc Clarisse a été stagiaire à la fédération, mais notamment l'auteur de la version alpha-bêta du fameux guide. Voilà. Dans lequel l'initiative est décrite justement. De travailler où cette initiative a été reprise en exemple. Donc en fait, purement pour la question concrète, les critères d'accessibilité au panier solidaire aujourd'hui sont c'est le quotient familial pris en compte pour toute aide sociale. Donc alors après, la valeur exacte, je crois que c'est autour de 400 €, c'est ça? Voilà. Ils ont relevé, je crois, de quelques euros pour gagner pour cette année, pouvoir toucher plus de personnes. Et sur la base du volontariat aussi. C'était des personnes qui souhaitaient vraiment s'impliquer. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie purement technique. Après, donc pour revenir plus largement sur quelle population concernée, c'est vrai qu'on n'a pas forcément présenté le contexte du territoire. C'est pas très facile dans le temps imparti. En fait, sur le parc Oscar Pesco, toute la partie sud se constitue principalement de l'ancien bassin minier, sur lequel on a une population qui est en difficulté, mais ce serait très restrictif de dire qu'elle est en difficulté économique. Elle a ses propres difficultés, une culture qui n'est pas toujours la même que celle qu'on va retrouver au nord du parc et qui pourtant a tout autant besoin d'être prise en compte. Et donc du coup, une population qui est très différente, sur laquelle les producteurs ne vont pas forcément travailler à première vue parce qu'ils ont l'impression que c'est pas un bassin de consommation très intéressant, c'est vrai, c'est pas des gens qui vont naturellement vers les circuits courts. Donc c'est un petit peu pour le contexte de la population avec laquelle on travaille sur cette action-là, parce qu'évidemment après on travaille avec tout le parc.
Et donc je ne sais pas si ça répond un petit peu à la question que vous posiez. Le type de population. Oui, ah oui, pardon, voilà, je savais qu'il manquait un morceau. Oui, alors sur les... Oui, alors en fait, bon, alors je pense que j'ai dû manger un petit peu trop vite le terme, mais c'est ce que je voulais présenter par rapport au fait qu'on passe par l'intermédiaire des acteurs. Donc les acteurs du social, en l'occurrence, avec qui on a travaillé, il y avait la CAF, il y avait le CCAS, des écoles de consommateurs, des personnes comme ça, qui sont au final beaucoup plus près de cette population que nous, parce que nous, on est sur un territoire global où, comme je viens de dire, on n'a pas que cette population. Eux travaillent vraiment pour un quartier, organisent des manifestations avec ces gens, la moitié de leur temps, ils le passent auprès de ces gens-là. C'est vrai que tout seul, on n'aurait absolument pas pu identifier des vrais besoins. Et d'ailleurs, la preuve qu'on ne les a encore pas tout à fait entièrement cernés, c'est qu'il y a effectivement des actions qui se sont révélées ne pas être adaptées. Voilà, je pense que sur l'idée globale, il y a quand même quelque chose d'intéressant, puisqu'il y a eu des actions qui ont été bonnes et qui perdurent aujourd'hui et qui intéressent vraiment beaucoup de personnes. Après, il y a toujours, on fait pas d'omelette sans casser des œufs, je suis désolée pour la banalité de cette expression, mais elle dit bien ce qu'elle dit. Il y a toujours des projets qui ont été lancés et qui certainement ne correspondaient pas exactement aux besoins. Et donc du coup, j'en profite pour répondre à la dernière question. Je n'irai pas jusqu'à dire effectivement que si ça n'a pas marché, c'est qu'il n'y avait pas le besoin. Mais ce que je voulais dire, c'est que assez souvent, quand on a un vrai besoin de la part de la population, on a quand même les structures avec lesquelles on a travaillé, les porteurs de projets, donc ceux qui étaient dans le rectangle du milieu, les acteurs en fait, avaient une vraie volonté de reprendre derrière ces projets. Donc aujourd'hui, on le sait parce qu'on continue de suivre certains comités techniques avec eux, et on est invité, non pas en tant que participant, mais comme ayant initié la démarche. Et ceux qui ont vraiment identifié un besoin continuent d'y mettre du temps et d'y mettre ce qu'il faut. Après, je n'irai pas que dans toutes les structures, il y a des difficultés économiques et des projets qui peuvent s'arrêter même quand ils répondent aux besoins. Dominique Chapollard, donc agriculteur. Je suis toujours très gêné quand je lis un panier de légumes à prix réduit. Réduit, c'est pour qui? Ça veut dire que c'est réduit pour celui qui achète, mais alors pour celui qui produit, je vous dis pas comme ça va être réduit. Non, on l'a effectivement pas précisé, mais la structure qui fournit les paniers est une structure d'insertion qui est adhérente au jardin de Cocagne. Donc ils ont eux, en tout cas, sont payés de la totalité de leur panier de légumes. C'est une subvention nationale qui met la différence. Non, mais dans votre expression, le fait de dire que c'est panier à prix réduit, c'est très dangereux parce que pour celui qui consomme, il a dans sa tête que le producteur est un salopard parce qu'il s'en fout plein les poches et qu'on peut faire un prix réduit. Alors, il l'aurait effectivement si on ne fait que ça. Non, je vous rejoins là-dessus. Il l'aurait effectivement si on ne faisait que ça. C'est un problème qui s'est posé quand on a parlé de cette initiative, puisque comme je vous l'ai dit, moi je l'ai découverte après qu'elle ait été clôturée, faite, et donc j'ai essayé de savoir par quel angle l'aborder. Et c'est aussi une question que je me suis posée, puisque souvent on se dit, alors ça a été, on va rentrer un petit peu dans le débat, je suis désolée, mais quand on a parlé de cet atelier, ça a été un problème. Tout le monde nous a dit, vous allez parler d'accessibilité, mais pourquoi? Est-ce que le circuit court, il est réellement si inaccessible? Est-ce que le produit, il est réellement si cher? Est-ce qu'il est vraiment plus cher qu'en circuit long? Est-ce qu'il y a réellement une marge, contrairement à l'image qu'on peut avoir parfois, quoi? Et non, je suis d'accord, et il n'y a pas de... Il n'y a pas forcément... Il y aurait une image, effectivement, le producteur s'en met plein les poches. Si on disait aux gens, pour que vous l'ayez, il n'y a pas moyen, on va être obligé de tout le temps vous donner de l'argent. Là, en l'occurrence, on s'adresse vraiment à un public qui, s'il n'avait pas touché des paniers à prix réduit, touchait habituellement, de la même façon que Madame disait tout à l'heure, des bons pour aller s'acheter à manger dans les grandes surfaces. Donc c'est déjà un public qui de toute façon n'a tout simplement, quelle que soit la façon dont vous prenez le circuit que vous utilisez, n'a pas les moyens de s'alimenter décemment. C'est pas adressé à des personnes qui auraient les moyens d'acheter au prix producteur. Et le fait que ce soit un panier tout seul, effectivement, donne cette impression. Le fait que ce soit intégré dans des actions dans lesquelles il y a eu des visites de ferme, de la part des ateliers où on a réuni les producteurs, les consommateurs, et où on a fait un petit peu discuter, où on a expliqué la problématique des prix, etc.
Je pense que voilà, on ne pourra jamais s'en affranchir, mais en tout cas, c'est une façon de le réduire, cette image. Moi, je voulais dire que dans le cadre des circuits courts, il y a un problème d'explication et de dialogue avec le consommateur. Je crois que si on arrive à expliquer pourquoi, comment, quel est notre produit, à ce moment-là, ça pose aucun problème et le consommateur comprend qu'il y a un coût, qu'il y a du temps à passer, que le produit, c'est pas n'importe quoi, et le prix a été étudié de telle sorte que et l'un et l'autre puissent s'en sortir. Mais si on n'explique pas ça, je pense qu'on passe à côté du circuit court. Oui, je suis d'accord avec vous, donc je pense que je ne vais pas le remettre 36 fois sur la table, mais c'est purement le but d'un travail d'éducation qui se fait autour et non pas de seulement fournir de l'argent. C'est aussi pour ça qu'on a souhaité insister sur la trajectoire globale, qui était une trajectoire de sensibilisation, d'explication, donc expliquer ça entre autres, et non pas simplement distribuer des légumes, sinon on aurait fait que distribuer des légumes. Après, voilà, on peut Anaïs, tous l'accepter, on peut pas tous le payer. je t'interromps, je suis désolé. Enfin, on a bien compris, je crois, la position. Juste avant de donner la parole à monsieur, je rappelle quand même qu'on est sur un atelier sur l'accessibilité sociale. Maintenant, il est bien clair que la question de l'accessibilité économique et du prix, à un moment donné, se repose et reste centrale. Moi, ça m'interpelle parce qu'on est confronté également dans une autre initiative sur notre territoire de parc, où là, ce sont effectivement la rencontre producteurs-consommateurs qui travaillent autour d'une autre notion qui va peut-être vous faire bondir, et qui est celle du juste prix, mais où les consommateurs, et c'est ça qui est un peu bizarre, travaillent directement avec les producteurs sur leur coût de production pour arriver à déterminer ensemble quel est ce fameux juste prix qui soit acceptable pour le producteur, où il gagne sa vie, et où le consommateur peut effectivement accéder à des produits donc locaux de qualité et à des prix qui sont, on va dire, dans le pire des cas, les mêmes que ceux de la grande distribution. Voilà, pour prendre un élément de comparaison. Mais c'est un point le prix, ce prix restera et reste central, à mon avis, dans cette notion d'accessibilité. Monsieur. Guy Durand, Agrocampus Ouest à Rennes. Je voudrais juste faire état justement d'un travail qu'on a démarré, nous, au niveau d'Agrocampus, sur cette question de l'accessibilité. Dans la suite d'ailleurs des travaux de Dominique Paturel à Montpellier, on a essayé de se poser la question, nous justement, de la question de l'aide alimentaire. C'est-à-dire finalement, aujourd'hui, il y a des dispositifs d'aide alimentaire qui fonctionnent. Et on en a fait un peu l'inventaire. Et on s'est posé la question de savoir finalement de quel type de politique publique ça relevait. Autrement dit, on sait qu'il y a de toute façon des gens qui ne sont pas prêts à payer, malheureusement, le coût de production que vous citez tout à l'heure. Là, on le sait très, très clairement. Aujourd'hui, il y a une partie de la population qui vit effectivement de l'aide alimentaire et qui va au Resto du Cœur, qui va à la banque alimentaire, qui va au CCAS, etc. Et donc la question, c'était pourquoi ces gens-là, finalement, n'ont pas accès aussi à des produits, des circuits courts, ou à des produits de qualité. Et donc, la question, on s'est posé cette question-là et on a mis une étudiante là, sur cette question cette année et on a mis en place un comité de pilotage avec tous les différents organismes qui travaillaient justement sur cette question, Banque alimentaire, Croix-Rouge, Secours populaire, les différents dispositifs qui existent en la matière et on s'est posé la question de savoir comment faire. Et en même temps, on a interrogé les politiques publiques en disant mais comment fonctionne ce dispositif, quel est le dispositif logistique qui est mis en œuvre et comment ces populations qui sont exclues de l'accès à l'aliment tout simplement et exclues encore plus de l'accès au circuit court, comment est-ce qu'on peut les reconnecter avec éventuellement justement les conditions de production, les conditions de l'utilisation de ces produits frais parce que finalement les banques alimentaires, de quoi ils vivent? Ils vont vivre de ce que leur donnent les grandes surfaces qui sont des rebuts, ou alors de ce que donnent les agriculteurs qui sont en intensif ou en circuit conventionnel, et qui sont des excédents, et qu'on va refiler au travers de ces dispositifs. Donc il y a toute une réflexion à faire là-dessus, justement. Comment éventuellement penser finalement l'argent, parce qu'il y a de l'argent derrière tout ça. Il y a des achats des excédents, il y a du recyclage, tout ça. Comment finalement en faire bénéficier aussi des dispositifs qui seraient plus favorables à une agriculture durable, une agriculture peut-être en circuit court. C'est ça.
Et éventuellement, à ce moment-là, on y fait aussi intervenir autour de cela les dispositifs, le jardin de cocagne ou autre chose, dans lequel il peut y avoir participation des consommateurs, éventuellement à l'acte de production ou à l'acte de distribution. Donc il y a aussi un problème de réinsertion éventuellement par la question alimentaire et par la question de la production. Donc il faut aussi poser ces questions-là. On ne peut pas s'en tenir, je regrette, par rapport aux producteurs, on ne peut pas s'en tenir simplement au fait de dire « Ah, mais ça coûte tant, il faut que je paye tant ». Non, il y a aussi beaucoup de populations qui n'ont pas accès à ça. Il n'y a pas de raison à ce moment-là de se poser la question « Qu'est-ce qui se passe ?» Et on a à ce moment-là comparé d'ailleurs les politiques agricoles européennes, qui étaient essentiellement des politiques de soutien aux producteurs, pas à vous, justement, aux producteurs les conventionnels, et à côté de ça, les politiques américaines qui, eux, avaient des politiques justement de soutien à l'alimentation et de subvention à l'alimentation, avec des effets pervers aussi. Parce que si on ne soutient que l'alimentation sans se préoccuper d'où ça vient, on a à ce moment-là, on mange des chips, on mange n'importe quoi. Voilà, et donc actuellement, on essaye de créer justement une sorte de groupe là, qui va s'appeler Solalter, qui va développer des solidarités alimentaires territoriales à partir des circuits courts en Bretagne. J'ai une question pour la courgette solidaire. Est-ce que c'était dans le cadre de... Je ne connais pas bien les systèmes d'aide alimentaire. C'était dans le cadre... Non, c'était... Vous pouvez nous rappeler ces chèques, qui les distribuaient, comment ça fonctionne? C'est simplement le fait que dans la MAP, il y a un élu. Il a été voir les gens du CCAS en disant au lieu de donner un chèque qui permettra d'aller, vous faites un chèque à l'agriculteur. Donc c'était le circuit classique de redistribution. Il n'y avait rien de séparé. Et il y a eu aussi en Provence un exemple où on a fait marcher un SEL, un système d'échange local, et donc à ce moment-là, les gens qui venaient aider le producteur à faire des récoltes ou à faire monter les paniers pouvaient obtenir des paniers. Et puis généralement dans la plupart des AMAP, le solde, si quelqu'un ne vient pas chercher son panier, est redistribué soit au lieu le café solidaire où c'est distribué ou un certain nombre de choses. Il y a quand même cet effort. Mais moi, ce qui me choque, c'est qu'on n'attaque pas les 30% de données de bouffe qui sont jetées. Quand vous avez des écoles qui systématiquement jettent des produits, quand vous avez la banque alimentaire à Rungis, maintenant récupère des camions entiers de fruits et de légumes, parce que quand il y en avait un qui était abîmé dans la cagette, on jetait la cagette en entier. Alors on a un problème macro. Là, on a touché l'échelle macro avec le soutien, les soutiens du pouvoir public, soutien à l'alimentation, soutien à la production. Et puis là, on a un autre problème qui est celui du gaspillage et on va dire de la remise en circulation de ces denrées. Monsieur, vous voulez compléter? Oui, c'est pour un autre exemple concret. Sur la commune, le parc a initié une marque viande bovine. Et lors du renouvellement sur notre petite commune de 3000 habitants, restauration scolaire 250 enfants, on a décidé d'introduire à la fois un fruit et un légume bio par jour et puis la viande bovine. La société avec qui on travaille, lors de l'appel d'offres, c'est la société avec qui on travaille qui a été repris et elle a assuré un coût du repas inférieur à celui qu'on avait avant, uniquement du conventionnel au niveau alimentaire. Pourquoi ? Parce qu'elle a aussi revu elle-même la composition de l'équilibre du repas. Donc je pense que... Et nous, c'était important dans une commune où on a une population à revenus modestes, et puis aussi le besoin d'enfants d'avoir un repas correct, de mettre en place au niveau de la restauration collective cette formule-là. Et je pense que c'est un des premiers gestes qu'on peut, nous, au niveau accessibilité aux produits locaux, agir au niveau communal, quelle que soit la taille des communes. Après, on fait ses choix au niveau organisation et tout, mais je pense que c'est le premier pas. La difficulté, c'est l'éducation alimentaire par derrière, à la fois de l'enfant et des parents, pour que effectivement acheter des fruits ou acheter des légumes locaux un peu plus chers, mais les cuisiner soi-même peut permettre aussi de faire des économies. Et là aussi, on a un rapport à la cuisine qui a retravaillé. Je trouve intéressant votre travail autour d'ateliers cuisine qui arrive à des recettes, parce qu'effectivement, c'est une chaîne complète.
un des éleveurs locaux qui a fait de la viande bovine, suite à ça, a ouvert son exploitation aux classes de l'école pour qu'ils découvrent comment marche une ferme et comment marche l'élevage. Donc il y a toute une chaîne qui s'est mise en place à partir d'un choix de l'équipe municipale. Oui, après, je pense que j'ai pas eu l'impression que monsieur disait que partout c'était comme ça. Non. Je pense que c'est comme nous, sur un territoire où c'était ce problème-là. Enfin, où c'est certainement pas le seul d'ailleurs, c'est peut-être que la partie émergée de l'iceberg. Mais bon, voilà, c'est une des réponses. Je pense que Luna va pas mal nous en parler après, du fait qu'on n'a pas une réponse pour tous. Je voulais juste passer 2 secondes pour faire une petite remarque par rapport... donc madame, vous parliez de cette question du gaspillage et je pense qu'elle est à prendre en compte dans le calcul du prix justement d'un produit. Et on va relier un petit peu 2 idées. C'est qu'aujourd'hui, il faut savoir que sur un produit, un produit qu'on achète en grande surface, la partie gaspillage de la grande surface, donc qui est en général ce que vous nous parlez de 30%, je vous assure que quand on arrive au bout de la chaîne, c'est même 50%. La partie gaspillage de la grande surface est généralement au-delà de 20% et ces 20% d'invendus chez eux sont comptés dans le prix des 80% que les personnes vont acheter. Donc en fait, on paye le gaspillage. Le producteur de son côté, c'est une rémunération qu'il n'a pas, toute cette partie calibrée, dont le calibre n'est pas accepté. Donc en fait le gaspillage nous fait un petit peu penser au scandale, problème de personnes qui ne peuvent pas manger alors qu'on en jette de l'autre côté, mais il est en plus à l'origine d'une déstructuration complète du calcul du prix qui fait qu'on a un producteur qui est perdu entre la moitié d'une récolte que la grande distribution n'a pas voulu et un consommateur qui se retrouve à payer cet invendu alors que peut-être que lui il l'aurait pris. Et il y a quand même au niveau des circuits courts un rétablissement, je dirais pas total, ce serait faux, mais pas mal de producteurs qui, en ayant discuté avec les gens, leur ont fait comprendre qu'on pouvait très bien acheter une carotte qui avait 2 morceaux, qu'on pouvait très bien acheter une tomate qui était un petit peu différente des autres. Non, rentrez pas là-dedans. Non, ça veut dire qu'un gros circuit court, on fait de la merde. Ah, je sais pas, si vous appelez ça de la merde. Je rétrécis, moi, je compris votre idée. Ça veut dire que si vous allez en circuit court, vous aurez une carotte partagée en 2 plutôt qu'une entière. Non, pas du tout. Ça veut dire que celle-là, on ne va pas l'acheter. Elle est aussi bonne que les autres. Je suis désolée. Est-ce que pour vous, le fait de ne pas faire un produit calibré répondant aujourd'hui à des normes qu'on a eues par une culture et qui n'ont rien à voir avec notre santé, des normes qui ne correspondent pas du tout à un besoin réel, c'est un besoin qu'on nous a imposé. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il nous faut une tomate ronde alors que les 3/4 des espèces ne sont pas parfaitement rondes et lisses? C'est une culture qui nous a été imposée, c'est pas quelque chose qui est nécessaire pour notre santé. Je pense que c'est un autre débat. Alors en termes de santé, ces produits sont très bons, il n'y a aucun problème. Si je peux me permettre, et puis n'importe comment, c'est le moment que en fait, je crois que monsieur, c'est qu'il y a un comportement, c'est une réponse du professionnel, ça. C'est-à-dire que lui, une carotte trop perleuse, c'est quelque part, il s'est planté en la ramassant. C'est ça, c'est... Voilà. Ah non, mais pas coupé, je veux pas dire, j'ai pas le terme, moi, mais voilà. Et du coup, pour lui, il a mal fait son boulot. Donc voilà, à mon avis, c'est pas une question qui concerne le sujet aujourd'hui. Et je comprends votre revient il y a 30 ans. Ce que je veux dire, c'est qu'en jetant moins, la pomme soit complètement véreuse, que la carotte soit foutue, que l'on mange bio. Non, pas du tout. Non, là, elle disait fendue, et fendue à l'horizontale, c'est-à-dire peut-être une carotte qui a eu trop d'eau, pas assez d'eau, j'en sais rien, et qui est aussi bonne qu'une carotte à pas fondue.